Bonsoir à tous, Sahaf Torkom, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ramadan Prime en direct sur Al24 News. Nous sommes de retour pour accompagner vos soirées de ce mois sacré tous les lundis et mardis à partir de 22 h. Ce soir, nous évoquerons ensemble l'actualité nationale et internationale du moment. Pendant près de 2 heures, nous voyagerons à travers le temps, mais aussi l'espace. Nous parlerons de la musique arabo-andalouse, de la musique shabi, de personnalités africaines qui ont marqué l'histoire. Nous reviendrons également sur les prouesses sportives de Kélian Emour. Nous ferons aussi un point sur l'actualité géopolitique au Moyen-Orient. Mais avant, nous reviendrons sur les directives du président de la République sur le plan national de la jeunesse. Vous l'aurez compris, vos chroniqueurs et moi-même vous avons préparé un riche programme pour votre soirée. Restez avec nous, Ramadan Prime, c'est maintenant. Bienvenue sur Al24 News. Si vous venez de nous rejoindre, j'ai le plaisir ce soir d'être accompagné d'une fine équipe. Tinhinan Makassi, journaliste Al24 News. Bonsoir Tinhinan et Sahaf Torek. Bonsoir Iman, bonsoir à mes co-chroniqueurs et bonsoir à notre invité. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Hajar Sebata, réalisatrice, est également parmi nous ce soir. Bonsoir Hajar. Bonsoir Iman, bonsoir à notre invité, à mes deux co-chroniqueurs et puis à tous ceux qui nous regardent maintenant. Donc on leur dit Sahaf Torkom. Et Ramiz Mouchi est aussi avec nous, spécialiste en nouvelles technologies. Bonsoir Ramiz, Sahaf Torek. Bonsoir Iman, Sahaf Torkom, mes chroniqueuses et bien évidemment notre guest Akram. Et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir sur ce plateau Monsieur Akram Khreyev, expert en questions de défense. Bonsoir Akram, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, bonsoir à vous tous et Sahaf Torkom. Alors voilà, le décor est planté. Sans plus tarder, il est temps de commencer. De nouvelles orientations en faveur de la jeunesse ont été fixées par le président algérien lors du dernier Conseil des ministres. Au cœur des priorités, le plan national de la jeunesse 2026-2029, avec un objectif clair, former une génération créative, innovante et pleinement engagée dans le développement de l'Algérie. Un cap qui mise sur les compétences, l'initiative et l'avenir des jeunes Algériens. Ramiz Mouchi, vous qui êtes le plus jeune autour de cette table, cette directive vient conforter la place qu'octroie le président de la République à la jeunesse. Alors effectivement, je suis ravi d'être le plus jeune de la table et des différentes rencontres. Alors oui, c'est une directive qui permet de faire un plan de jeunesse pour les années à venir, les 3 ou 4 années à venir, et pour exposer les jeunes à plein de sujets, notamment l'entrepreneuriat, l'innovation, l'éducation, la montée en compétences et les inclure, déjà l'inclusivité, c'est très important, et les inclure dans les projets futurs. Je crois que c'est quelque chose qui pourrait donner plus d'opportunités aux jeunes de choisir et de trouver les sujets qui les intéressent, de choisir les sujets qui les passionnent et de monter en compétences, parce que c'est ça un peu le défi, c'est d'avoir une jeunesse compétente, brillante et qui fait des choses qui les passionnent et dans lesquelles ils pourraient être brillants et viser l'excellence plutôt que juste faire des choses qu'ils pourraient retrouver sans pour autant être vraiment engagés. Et toujours dans le même registre de la jeunesse, une nouvelle victoire pour l'Algérie. Kélian Emour a brillé à la Coupe du monde de gymnastique à Bakou en décrochant la médaille d'or aux barres asymétriques et la médaille d'argent à la poutre. Kélia confirme son statut de prodige et offre au pays un moment de fierté immense, plaçant l'Algérie sur le podium international. On rappelle que sa maman Stéphanie Nemour a été naturalisée algérienne par décret présidentiel le 26 février dernier.
Makassi, un mot peut-être sur Kélian Emmour. Alors, je pense qu'aujourd'hui, Kellyanne Moore, elle est le visage d'une... Longtemps, le sport a été négligé dans les pays, je vais parler beaucoup plus de l'Afrique et des pays du tiers-monde. Longtemps, on a vu le sport comme étant une préoccupation secondaire. Mais avec des sportifs de haut niveau et de qualité comme Kellyanne Moore, on remet le sport au devant de la scène, on remet le sport au centre des préoccupations. Surtout que nous sommes une nation qui aime le sport. Donc, avoir un palmarès comme celui de Kellyanne Moore est vraiment... Déjà, c'est une fierté. Et puis, ça nous challenge aussi. C'est la première. Et ça va presque devenir une aînée pour l'ensemble des sportifs et des gymnastes qui arrivent, on espère, avec beaucoup de talent, autant de talent et autant de succès que Kellyanne Moore. Hajar, un mot peut-être. Oui, oui, je pense que c'est une excellente réussite pour déjà la femme algérienne en particulier, et puis pour notre pays, donc Kélia place encore une fois le drapeau algérien très haut. Elle a mérité vraiment les encouragements et les félicitations du président de la République. Parmi donc plusieurs femmes algériennes, aussi donc si on peut juste revenir au mot du président qui a salué vraiment les femmes algériennes, donc celles qui ont remporté la victoire, celles qui ont contribué à la libération de l'Algérie. Donc, il avait cité Jamila Bouhired, Jamila Bouassa, Jamila Boubacha, donc plusieurs femmes qui ont vraiment contribué à la libération de l'Algérie. Aussi, nous aujourd'hui, donc, on parle de plusieurs femmes aussi cinéastes, donc qui ont vraiment contribué aussi à porter haut la voix de l'Algérie, de l'identité algérienne. Donc, on peut citer Bayel Hashmi, on peut citer Assia Djebbar, on peut citer aussi donc Chouir, Yamina Chouir, qui avec son film aussi Rachida a parlé de l'époque du terrorisme. Donc même dans ce mot, donc il avait aussi fait allusion à ces femmes-là qui ont lutté contre le terrorisme et qui excellaient, donc des femmes qui excellaient dans les différentes catégories, donc à savoir l'enseignement, la médecine, le cinéma, la culture. Donc pour toutes ces femmes-là, pour Kellyanne Moore, donc elles ont vraiment mérité cette place et que la femme algérienne aujourd'hui mérite un petit mot. Donc aussi donc par l'occasion, on pense à toutes les femmes qui luttent encore, donc au Liban, en Iran, la femme palestinienne particulièrement. Donc on pense à toutes ces femmes en cette journée particulière. Akram Khrif, un mot pour Kellyanne Moore, pour l'exploit, la prouesse de cette jeune athlète. Bien sûr, moi, ce qu'elle m'évoque, c'est l'exploit de Hassiba Boulmarqa. C'est exactement la même chose et ça nous renvoie à quelque chose de très important, c'est que dans les moments de l'histoire où l'Algérie se trouve en difficulté, se trouve face à des challenges, les femmes sont toujours présentes. Et je pense que l'hommage qu'il faut rendre aux femmes doit être beaucoup plus appuyé et la part que doit prendre la femme dans la société et de manière générale en Algérie doit être beaucoup plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, totalement, comme avait dit Akram, et surtout que c'est un exemple de cette quête à l'excellence, d'être parmi les meilleurs, avoir les médailles et de réaliser des exploits et des records. Et ça devrait inspirer, ça inspire les jeunes filles, justement, pour pouvoir se dire que la jeune génération, oui, pour se dire que c'est possible et que la femme algérienne peut faire des choses formidables, notamment pour les filles, c'est inspirant et c'est les modèles que nous souhaitons avoir de plus en plus pour les femmes et aussi pour tous les Algériens et les jeunes Algériens qui visent l'excellence. Merci à vous. Alors que l'Algérie justement célèbre l'exploit de Kellyanne Moore sur la scène internationale, le Moyen-Orient retient son souffle face à un tournant politique majeur. La nomination de Mojtaba Khamenei, fils de l'ex-guide suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei, assassiné lors d'une attaque sur Téhéran. Mojtaba Khamenei devient ainsi le troisième dirigeant de l'Iran depuis la révolution de 1979, en succédant directement à son père par un vote décisif de l'Assemblée des experts. Nous ferons un point sur l'actualité brûlante au Moyen-Orient. Restez avec nous.
Alors, le Moyen-Orient est à nouveau au bord de l'embrasement. La nomination de Mojtaba Khamenei, fils du défunt guide suprême iranien, résonne comme une nouvelle séquence politique dans cette guerre aux multiples facettes, tandis que les États-Unis et l'entité sioniste voient leur stratégie de guerre mise à rude épreuve. Je me tourne vers vous, Akram Khreyev, alors que nous sommes à la deuxième semaine de cette guerre au Moyen-Orient. Serait-ce prématuré de dire que la tentative de changer de régime en Iran est un échec? Non, c'est très difficile. On a vu aussi, en plus de cette nomination, on a vu aussi de nombreuses manifestations qui soutiennent le gouvernement en place. On a vu aussi une mobilisation générale, de l'aveu même des personnes qui vivent là-bas, qui sont plutôt neutres, que j'ai pu contacter. La vie est normale, les supermarchés sont ouverts, il y a peu de problèmes dans le vécu des gens et il y a en fait, il y a ce besoin de se retrouver en harmonie un petit peu avec ses autorités. Donc, ce facteur de division sur lequel ont parié les États-Unis n'a pas l'air de marcher aujourd'hui. Ils sont en train d'essayer de diviser ethniquement. Là, c'est un autre paramètre. Il y a quelques tentatives envers les ethnies kurdes, arabes et azéris en Iran pour mobiliser une sorte d'opposition armée. Là aussi, ça n'a pas encore l'air de prendre. Donc, pour le moment, cette nomination stabilise encore plus le régime politique iranien et il me semble que les espoirs des États-Unis de parvenir à un changement uniquement par les bombardements et par les appels à la rébellion ne vont pas se concrétiser. Mais selon vous, justement, ce nouveau guide suprême, donc Mojtaba Khamenei, quelle sera sa politique vis-à-vis du conflit régional sur le plan militaire? Vous connaissez la part importante dans la religion chiite de la vengeance. Hein, et on est dans une configuration où le père, mais aussi le frère, les neveux de cette personne ont été tués de manière, il faut le dire, lâche dans un bombardement. Donc j'imagine qu'il a une grande revanche à prendre et que son influence va être, disons, elle ne va pas calmer les choses, elle va plutôt exacerber les choses, elle va galvaniser les troupes. Ça va accorder plus de pouvoir aux gardiens de la révolution. Hein. Il ne faut pas oublier que l'Iran est un pays à double visage. Ils ont une armée et une deuxième armée politisée, politique, qui est celle des gardiens de la révolution. Il me semble que les États-Unis avaient parié sur une pression exercée sur les Pasdaran, les gardiens de la révolution, et une sorte de, comme l'avait fait l'entité sioniste lors de la guerre des 12 jours, épargner l'armée, épargner l'Artèche, pour provoquer une sorte de coup d'État ou un coup de force venant des militaires pour déstabiliser le régime. Là, on a vu et on voit depuis quelques jours une intervention très forte de l'armée. Ça a été renforcé, ça s'est accentué après le torpillage de la frégate Dena, qui appartient à l'armée et non pas aux gardiens de la Révolution, et ça a galvanisé l'armée dans le sens où aujourd'hui il y a quand même un très gros rapprochement entre les militaires et les Pasdaran. Donc on a un nouveau guide de la Révolution qui arrive animé par un esprit de vengeance, qui se retrouve face à une armée et à des Pasdaran qui sont en cohésion totale. La rue qui, contrairement à ce que souhaitaient les États-Unis, ne s'est pas rebellée et qui fait montre même d'une sorte de solidarité. Donc il y a des challenges pour lui, mais la situation est beaucoup moins critique pour le régime iranien que n'auraient pu le penser les États-Unis il y a à peine 12 jours avant de déclencher ces frappes. Et dites-moi, Akram Khreyev, donc dans ce contexte, on voit que le prix du pétrole s'envole. Donc, quelles conséquences pour l'économie mondiale, donc selon vous, et la stabilité régionale si la guerre devait se prolonger?
Non, c'est clair que si la guerre devait se prolonger, c'est automatiquement quelques points de PIB en moins pour la plupart des pays consommateurs de pétrole dans le monde. C'est aussi un équilibre géopolitique qui est totalement déstabilisé. On parle aux États-Unis aujourd'hui de suspendre les sanctions contre la Russie. On voit que la Chine négocie son passage du détroit d'Ormuz pour ses pétroliers, qu'il négocie à des prix favorables le pétrole. Donc on a une sorte de déséquilibre mondial où on va se retrouver avec des nations qui seront privées de pétrole, d'énergie, et donc qui ne seront pas capables de produire. On aura des nations qui auront accès à un pétrole qu'ils produisent eux-mêmes et d'autres nations qui se sont politiquement alignés sur l'Iran et qui vont bénéficier de facilités quant à ce produit-là. Il faut comprendre aussi que l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz, mais surtout l'impact de la destruction d'infrastructures pétrolières dans le Golfe, des deux côtés, va s'étaler sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Ce n'est pas une question de semaines. Même si la guerre s'arrête demain, il faudra 18 mois pour que les choses redeviennent comme elles étaient. Donc, c'est une opportunité, bien sûr, pour quelques pays dans le monde, mais de manière générale, un pétrole qui s'envole, c'est une récession mondiale qui est en train de pointer son nez. Sinina Makassi, vous vouliez intervenir? Moi, j'aimerais poser une question à Khaïef. Je profite du fait d'avoir sur ce plateau un expert en sécurité, en questions sécuritaires. Monsieur Khaïef, aujourd'hui, quand on est face à un conflit comme celui qui est actuellement au Moyen-Orient, quand on est face à cette guerre contre l'Iran, et qu'on observe que l'Amérique, qui est jusqu'à présent, dont l'hégémonie a fait que c'est le gendarme du monde, qui a déstabilisé 80% des pays dans le monde, qu'est-ce que ça nous dit sur l'architecture de la sécurité dans le monde quand on voit qu'aujourd'hui les États-Unis sont en difficulté? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'armée américaine? Qu'est-ce que ça nous dit sur le fonctionnement de l'armée américaine? Ça nous dit énormément de choses. D'abord qu'on arrive aux limites technologiques et aux limites aussi en termes de moyens de l'armée américaine. On voit aussi l'émergence calme et tranquille de la Chine. On voit la Russie qui garde ses capacités militaires. Et donc, on a les États-Unis qui sont réellement challengés aujourd'hui. C'est pour ça que l'on voit autant de violence de la part des États-Unis qui veulent en finir et qui veulent réellement marquer un grand coup face à un adversaire qui est très compliqué et très, très résilient et qui se prépare à cette guerre depuis une trentaine d'années déjà. Donc, pour Washington, l'Iran est une sorte de boussole idéologique parce que parvenir à faire chuter le régime iranien, c'est assurément une victoire géopolitique pour Washington. Cela permettra de mettre la main, encore une fois, dans un second endroit après le Venezuela, sur des réserves pétrolières mondiales. Et dans ce qu'on appelle le denial game, donc ce jeu de déni avec la Chine, les États-Unis vont avoir la haute main. Mais il faut compter avec la réalité qui est que l'armée américaine n'a pas su se transformer ces 10 dernières années, elle n'a pas su apprendre des dernières guerres, et c'est une armée aussi qui, depuis 30 ans, fait face à des rébellions, fait face à du terrorisme, et pas à des armées classiques. Voilà. Et je pense que la leçon va être durement apprise pour les États-Unis, qui ont tellement misé sur l'économie militaire qu'ils se sont retrouvés un petit peu piégés par cette boulimie d'achat, cette boulimie d'acquisition qui, en réalité, on le voit aujourd'hui, ne fait pas trop sens. Les choses les plus importantes et qui peuvent faire mal à l'Iran manquent cruellement aux États-Unis et risquent de manquer, alors que l'armée américaine dispose, par exemple, de millions de bombes Bliss qui ne servent absolument à rien dans le cas de l'Iran, et de choses qui, sur le plan logistique, sont totalement dépassées. Donc c'est un vrai challenge pour nous. Akram Khaïef, il y a Donald Trump qui vient de déclarer « Nous avons réalisé plusieurs victoires en Iran, mais ce n'est pas assez ». Un commentaire sur ça?
Bon, Donald Trump considère déjà que les frappes ont été un succès pour les États-Unis. Il considère aussi que les alliés des États-Unis, donc les pays de la région, plus l'entité sioniste, ont réussi à encaisser un tant soit peu les attaques iraniennes. Il considère aussi que l'élimination du guide de la révolution est un succès politique. Et donc, mis bout à bout, il est en train de se construire une narrative de succès. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça va l'empêcher d'aller un personnage comme Donald Trump a besoin de portes de sortie honorables. Et je pense que dans ce cas précis, il ne faut pas trop le contredire. C'est pour le bien de tous. Et donc, vous savez, Donald Trump regarde le monde sous le prisme des États-Unis. Ce n'est pas quelqu'un de très pointu en termes de connaissances militaires. C'est aussi quelqu'un qui a effectué quelques mois, quelques semaines même avant le début de cette guerre, un énorme remaniement au sein de l'armée américaine. Il a enlevé pratiquement 80% des généraux qui étaient là, donc il a mis des gens qui étaient proches de lui. Il souffre aussi de sa propre opinion publique, mais de ses propres supporters, hein, donc le clan MAGA qui est non interventionniste, qui ne veut pas que les États-Unis se mouillent. Et donc, il me semble que ce discours-là s'adresse particulièrement à ces gens-là, aux MAGA. Donc il essaye de vendre l'idée qu'il y a une victoire et que en fait, ce qui a été fait n'a pas été fait pour rien et que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de dégâts auprès des États-Unis et qu'il peut arrêter à tout moment. Mais l'Iran s'appuie sur la doctrine de guerre asymétrique. Comment se traduit-elle concrètement sur le terrain, Akram Makhrief, face à une armée technologiquement supérieure à celle de l'Iran? Bon, on ne peut pas dire que les armées qui font face à l'Iran soient supérieures technologiquement. En termes de missilerie, les Iraniens maîtrisent beaucoup mieux que les États-Unis. En termes de défense aérienne passive, ils sont aussi excellents. Ils font mieux que les Russes, ils font mieux que les États-Unis. Il faut comprendre que l'Iran est en train d'adopter une stratégie qu'elle a dessinée il y a une vingtaine d'années, qui est offrir le moins de cibles possible à l'ennemi, donc se cacher, se camoufler, s'enterrer, et taper les yeux de l'ennemi, l'aveugler. Donc ce qui est en train d'être fait depuis le début de la guerre, c'est que les Iraniens ont ciblé les radars à longue portée, les radars de veille, que ce soit ceux de l'entité sioniste ou ceux qui se trouvent dans les pays du Golfe, sur des bases américaines. Et petit à petit, il y a eu de l'attrition à ce niveau-là, et il y a eu beaucoup de pertes. Ça se ressent aujourd'hui, même s'il y a eu moins de missiles qui sont tirés chaque jour. Ce qui se ressent, c'est que le délai entre le déclenchement des alertes et la chute du missile, il est réduit à 2 minutes maintenant, alors qu'il était à 15 minutes avant. Et donc ça laisse l'effet de surprise aux Iraniens. Et je pense que la stratégie iranienne est de priver, donc de grignoter petit à petit les radars, ensuite les défenses antiaériennes, les missiles, donc faire en sorte qu'il y ait une grande consommation de missiles. Ça explique l'intervention du Hezbollah il y a 2 jours pour aussi cibler le dôme de fer qui n'était pas sollicité par les Iraniens. Et je pense que ça se terminera, selon la stratégie iranienne, par des vagues de drones très précis qui seront envoyés pour cibler l'état-major politique, l'état-major militaire et les infrastructures sensibles en Israël. Donc c'est une stratégie de patience, c'est une stratégie aussi d'extrême précision. Mais encore faut-il qu'il puisse résister à la destruction de ces missiles, qu'il puisse résister aussi à la domination aérienne américaine. Pour le moment, les États-Unis sont contraints d'utiliser des missiles de longue portée tirés en dehors de l'espace aérien iranien.
ce sont des missiles qui coûtent extrêmement cher, Très cher, qui sont un véritable Gouffre financier. exactement un boulet pour eux, pour l'économie américaine et pour l'armée américaine. Si dans un futur proche, les États-Unis parviennent à dominer l'espace aérien iranien, on entrera dans une nouvelle configuration où Washington, qui dispose de millions de bombes, pourra prendre son temps et bombarder de manière intensive l'Iran. Donc, c'est un peu un jeu de qui résistera C'est le le temps, plus. oui, qui... Tout à fait. C'est une guerre d'usure, Tout à c'est une fait. guerre d'usure Une guerre finalement. d'attrition. Ouais, tout à fait. Monsieur Akram, j'aimerais vous poser une question. Vous avez dit quelque chose de très intéressant concernant l'armée américaine et le fait que depuis l'attaque des tours jumelles, l'Amérique s'est consacrée à la lutte antiterroriste et elle a traîné avec elle l'ensemble du monde occidental. Là, on a vu la France et l'ensemble des échecs qu'elle a menés au Sahel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, face à cela, il va y avoir un rééquilibre finalement entre le Sud et le Nord. Parce qu'on voit l'Iran aussi qui a participé à pas mal, par ses gardiens de la Révolution, à pas mal de conflits au Moyen-Orient, se retrouve capable de gérer une guerre sur le terrain. Mais on voit les puissances occidentales, même en Ukraine, qui ont du mal à gérer des guerres sur le terrain, des guerres conventionnelles. Donc est-ce que ça va être un élément géopolitique important dans l'architecture, que ce soit de la sécurité ou de l'économie de guerre aujourd'hui ? Oui, bien sûr, d'autant plus que malheureusement, j'ai pas la joie de vous annoncer ça. Cette guerre est un prélude à d'autres guerres. On a Taïwan qui attend, on a un conflit latent entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc tout ceci contribue à une sorte d'atomisation des capacités militaires. On a une sorte aussi de démocratisation de la force. De la force. C'est des Maintenant, laboratoires de guerre finalement, ce que l'on est en train de voir aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est à celui qui apprendra le plus vite et qui mettra en application ce qu'il a appris de ces guerres de ces 5 dernières années qui gagnera. Et c'est en cela que l'on voit l'importance, par exemple, de la participation nord-coréenne dans le conflit en Ukraine, que l'on voit aussi l'implication de l'Iran dans ce conflit-là aussi avec les aides en équipement qui ont été envoyés à la Russie, et on voit aussi de l'autre côté l'expérience qui est acquise, y compris par les pays du Golfe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les nations du Golfe sont en train d'apprendre de manière très dure, de manière très difficile, mais elles sont en train d'apprendre. Et ça préfigure une recomposition mondiale totale de la force et de l'usage de la force. Et ça préfigure aussi probablement une sorte d'utilisation décomplexée de la force. Aujourd'hui, on n'hésite plus à envahir d'autres pays, on n'hésite plus à bombarder de manière unilatérale. On le voit, et c'est dramatique parce que c'est un net recul du droit international et de l'esprit de l'ONU. Parfait, Monsieur Khreif. Nous allons faire une courte page publicitaire et nous revenons juste après. Rebonsoir à toutes et à tous. Alors, notre regard ce soir sera porté vers les nouveaux champs de bataille au XXIe siècle. La guerre se joue aujourd'hui aussi derrière nos écrans où les tensions se jouent non plus seulement sur les terrains, mais dans le cyberspace. Je vous laisse la parole, Rami Zamouchi. Merci Iman. Effectivement, la guerre se fait sur le terrain, elle se fait aussi sur les plans diplomatiques, sur les négociations, etc. Mais elle se fait aussi une troisième guerre, qui est plutôt une guerre d'information, une guerre de récit, comme on aime dire. C'est la guerre de celui qui peut convaincre de son récit. Sur ce sujet-là, on a des champions, comme par exemple les États-Unis ou l'entité sioniste, qui essayent et qui continuent à vouloir imposer un récit en montrant des images ou en combattant certaines images. Et c'est là aussi où il y a le sujet qui est très essentiel, qu'on voit tout le temps, qui est la censure de certaines informations ou certains passages qui peuvent déranger ou qui peuvent raconter un récit
contraire à celui souhaité par ces puissances-là. La censure, on la trouve dans des sites ou des plateformes comme X, ex-Twitter, mais aussi sur d'autres plateformes, notamment sur TikTok, pardon, mais qui est un peu moins, où la censure elle est un peu moins effective, où il y a un peu plus d'informations qu'on peut trouver. Ça peut être des missiles, ça peut être des vidéos de missiles ou des vidéos de dégâts que parfois certains pays ne souhaitent pas voir, et parfois aussi des informations ou des leaks qu'on peut trouver, que partagent les gens ou que partagent les individus sur place, parce qu'avant on avait plus d'informations de la part des sites ou des médias classiques, mais là avec les réseaux sociaux qui deviennent la source première de l'information des individus, notamment des jeunes qui passent beaucoup plus de temps en scrollant sur ces réseaux sociaux-là qu'en checkant des sites ou des sources plutôt fiables. Donc les stratégies utilisées sont différentes et variées. C'est par exemple amplifier certaines images qu'on peut voir sur certaines actions, notamment quand ça concerne des vidéos comme celle-ci. Ouais, la diffusion de vidéos de frappes de drones par exemple, ou des manipulations de hashtags et d'informations qui sont très facilement partageables et qui sont facilement et ça biaise l'information. Totalement. Et ça représente des informations qui parfois prennent du temps avant de découvrir que ce sont des fake news. Et ceci nous pousse à être prudents, à vouloir faire des fact-checking. On trouve par exemple sur X, il y a l'IA Grok, et on trouve souvent des gens qui demandent Grok, is this true? Ça veut dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est pertinent? Souvent, la réponse, elle est pertinente, mais parfois même, où il y a tellement d'informations et on a du mal à trouver quelles sont les bonnes ou mauvaises informations, quelles sont les fake news et les non-fake news ou les real news. Et ce qui nous pousse, nous, utilisateurs des réseaux sociaux, à être plus prudents, à vouloir checker et vérifier avant de partager certaines informations et à ne pas être dans le sensationnalisme et de partager des informations juste parce que, ou bien on les attend, ou bien ça nous concerne, ou parfois on a envie de partager cela. Donc en gros, c'est l'idée de faire attention, de ne pas partager toutes les informations et surtout de checker encore et encore. Akram Khrif, je voudrais me retourner vers vous. Donc, dans cette guerre au Moyen-Orient, plus précisément en Iran, qu'est-ce qui vous aura marqué en tant qu'expert en défense? Du point de vue, informationnel? Oui. La terrible loi des algorithmes sur les réseaux sociaux, le fait que l'on ne puisse pas trouver de l'information qui soit disponible de manière égale entre le récit iranien et le récit de l'autre camp, à mon avis, c'est la chose la plus dramatique. Mais la chose positive, par contre, que je remarque, c'est une explosion de la demande, mais aussi de l'offre, de la micro-analyse sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de gens qui aujourd'hui se mettent à analyser, se mettent à commenter. C'est une très bonne chose. C'est une sorte de réflexe de protection, je pense, de différentes personnes. Et cette démocratisation de l'analyse aide à la pédagogie et aide aussi les médias comme vous, aide les gens à mieux comprendre, à mieux interagir avec les médias. Et donc, il y a aussi du positif dans ce que je constate sur les réseaux sociaux sur cette guerre, malheureusement. Rami, Tinina, vous vouliez intervenir? Hajar, oui, pardon. Oui, dans le même sens. Donc, je voulais dire que dans le même sens que disait aussi Rami, que la guerre aujourd'hui n'est pas que sur le terrain, n'est pas que sur le plan politique ou militaire. Donc, c'est surtout aussi une guerre médiatique. Donc, quand on sait que les supports audiovisuels, c'est-à-dire travaillent comme ou fait l'objet d'un miroir qui reflète les réalités normalement sur les terrains. Donc, on voit vraiment cette guerre médiatique. Donc, quand Donald Trump aujourd'hui prononce la victoire par rapport à ce qu'a pu concrétiser, voilà, ce qu'il a pu concrétiser avec l'administration donc américaine, je pense qu'il y a déjà, avant d'arriver à cela, il y avait déjà cette première partie où Trump misait surtout aussi sur l'opinion et la mobilisation du peuple iranien aussi en faveur de la guerre contre l'Iran. Il misait aussi sur donc les pays arabes qui ne s'impliquent pas autant. Donc Dieu merci pour le moment. Donc en espérant que ça reste justement calme. Donc je pense qu'aujourd'hui la puissance médiatique joue un rôle super important dans
tout cela. On n'arrive pas à détecter non plus vraiment souvent les bonnes informations des mauvaises. Et il y a aussi cette interdiction sur les terres palestiniennes colonisées. Donc il y a aussi cette interdiction de filmer, de partager, de montrer. C'est une guerre d'image. Exactement, et c'est une guerre d'image aussi, franchement, au même titre que la guerre politique ou militaire, parce que c'est une puissance qui risque de mobiliser l'opinion publique, et donc ça reste quand même une guerre importante sur le plan médiatique aussi. Et si je peux ajouter quelque chose, ce que j'ai remarqué aussi et ce que j'ai trouvé intéressant, on en parlait tout à l'heure, c'est que l'Iran s'est attaqué à la couche physique du cyberespace en bombardant des data centers, en bombardant des nœuds de communication. Et donc, face à ce constat de puissance des algorithmes, l'Iran a trouvé la parade qui est d'empêcher Internet. Et ça, c'est très très intéressant de le voir. Ça nous renvoie à ce que disait Arami concernant la souveraineté. Il ne l'a pas dit en ces mots, mais je le dis, la souveraineté numérique, c'est devenu quelque chose de primordial. Indispensable. Et elle implique aussi l'aspect physique, l'aspect matériel. Surtout que s'attaquer au data center qui incarne un peu la souveraineté numérique, parce que les données des pays qui souhaiteraient justement que ce soit indépendant et d'avoir la main sur cela. D'ailleurs, il y a de gros problèmes, par exemple en Europe, qui ont cédé un peu à cette souveraineté-là en faveur des Américains, parce que les trois premières entreprises de cloud dans le monde, Microsoft, Amazon et Google, détiennent une grande partie, plus de 60% je crois, du cloud, ou un peu plus même, du monde. Et là, l'idée c'est justement de s'attaquer à cela, oui, et de détruire ces nœuds-là, parce qu'on ne peut pas voir de l'information si on n'a pas Internet, et c'est un peu ça le défi. Je voudrais, la question, c'est pour vous deux, hein. Donc, quelles sont les cartes que l'Algérie doit jouer sur le plan stratégique pour faire face justement à cette mutation des guerres? Bon, l'Algérie a une tradition de médiation. Elle a une diplomatie qui est efficace, qui est connue et reconnue. L'Algérie a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU pendant 2 ans. Elle s'est faite remarquer par l'excellence de son apport durant ces 2 dernières années en temps de grande crise internationale. C'était pendant le génocide à Gaza. Je pense que l'Algérie, en gardant sa modération, peut jouer le rôle d'intermédiaire sérieux entre les 2 camps, et peut aussi un peu calmer les esprits. Je pense que c'est la meilleure chose que puisse faire l'Algérie, mais je reste quand même un peu réaliste. Je pense que aujourd'hui, ni l'Iran ni les États-Unis ne souhaitent de solutions politiques ou de solutions négociées. Mais si c'est le cas, je pense que l'Algérie peut jouer un très très grand rôle. D'autant plus qu'elle connaît très bien le dossier. Elle a été négociatrice sur l'Algérie. C'est elle qui a mené la négociation lorsque des diplomates américains ont été pris en otage à Téhéran. Et elle connaît aussi, elle a été aussi médiatrice dans le cadre de la guerre entre l'Iran et l'Irak. C'est très important d'avoir une puissance régionale qui soit... Parce qu'il faut aussi regarder le cadre civilisationnel. L'Algérie reste un pays musulman, l'Iran est un pays musulman. Donc il y a aussi ce cadre civilisationnel. Il y a aussi le fait que l'Algérie est un pays du tiers-monde global. L'Iran fait partie de ces pays qui croient, qui ont une vision très profonde dans l'avenir du Sud global. Et en même temps, l'Algérie est une puissance régionale qui parle avec tout le monde, qui arrive à avoir des contrats avec les États-Unis, qui arrive à avoir des contrats avec les Chinois, qui discute avec l'Inde, qui a d'excellents rapports avec l'ensemble du Sud global. Et surtout, c'est un pays qui est reconnu pour son respect du droit international et le fait qu'elle tienne, même si elle fait partie de ces pays qui appellent depuis plus de 20 ans à la réforme de l'ONU. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, cette vision de l'Algérie, elle était avant-gardiste. La réforme de l'ONU, elle était nécessaire. Et la position, ce qui confère à l'Algérie aujourd'hui une place presque de médiateur de choix. Et je pense que, comme vous venez de le dire, monsieur Akram Khaliev, au moment voulu, l'Algérie se présentera comme une solution adéquate pour une médiation sérieuse. Oui. Rami Zemouchi, toujours en parlant de start-up, quel rôle justement elles peuvent jouer dans le renforcement des capacités de l'Algérie dans le domaine des moyens de lutte cybernétique? Existe-t-il peut-être des modèles qui pourraient se développer en Algérie, et si oui, comment? Alors déjà, dans le domaine de la cybersécurité, dans lequel nous commençons vraiment à s'intéresser... À l'instar de
Silicon Valley pour les États-Unis. Par exemple, oui, nous, notre capital humain est notre premier capital. On a des ingénieurs très brillants et des entreprises dans la cybersécurité, par exemple, qui s'intéressent à cela et qui peuvent garder et être de très très bons partenaires pour justement assurer une sécurité informatique et de développer aussi des sujets autour de l'intelligence artificielle pour pouvoir justement combattre ces fake news. Ce qui est intéressant dans un pays comme l'Algérie, c'est une jeunesse qui est quand même très brillante sur le plan technique et qui peut développer ou déployer cette compétence-là pour pouvoir justement avoir un point fort dans les relations algériennes et de permettre justement de combattre cela. Mais pour revenir à ce qu'avaient dit Akalam et Tinhinan, l'Algérie est aussi un pays pivot sur le plan économique. Un exploitateur de gaz, notamment on a parlé de détroit d'Ormuz et des difficultés que vont avoir certains pays européens qui dépendent aussi du GNL qui passe par le détroit d'Ormuz, notamment Irak, notamment de Qatar. Et certains pays aussi, pétrole du Qatar et de l'Irak, du Koweït aussi, dans lequel, à cause de cette guerre-là, les prix ont flambé. Au pétrole, on a dépassé les 108 et le gaz aussi à 20-30%. 119. C'est ça, 119 dollars, qui devient quand même très étouffant pour l'économie mondiale et qui peut causer une inflation assez importante dans des pays européens parce que si le pétrole, si les prix de l'énergie deviennent plus chers, donc ça va se percuter sur le transport et donc sur d'autres biens alimentaires et autres. Et ça pourrait causer une autre vague d'inflation comme celle qu'a connue le monde pendant l'année 2022. L'Algérie étant un exportateur de gaz, notamment vers l'Europe avec ses deux gazoducs, mais aussi un exploitateur en GNL avec pas assez justement pour pouvoir pour pouvoir avoir une influence sur ce qui se passe, mais un pays qui pourrait justement être important pour les pays occidentaux, justement parce que ce qui se passe en Iran ne touche pas que la région, mais touchera aussi l'économie mondiale. Si ça continue, surtout si les prix du pétrole dépassent les 120, 130 dollars, ça pourrait être vraiment très très difficile pour l'économie mondiale. Je pense que les prix du pétrole vont largement dépasser parce que déjà là, il y a les entreprises maritimes qui commencent à stopper leur déplacement sur le détroit d'Ormuz, ce qui se répercute directement sur les prix du pétrole et ce qui va se répercuter directement sur les pompes. Donc il va y avoir peut-être une pression dans les pays occidentaux, des peuples peut-être, parce qu'au prix de la pompe, il va y avoir ce qui pourrait peut-être, Akalam Khalif, j'aimerais votre avis, être un point intéressant dans cette configuration, dans le sens où il va y avoir des peuples qui auront marre de payer au prix fort le prix de l'essence et du ticket de métro et la place de taxi. Peut-être qu'ils pourront faire pression sur les pays occidentaux pour que l'escalade cesse entre les deux. Oui, je pense que c'est aussi le but. Il y a un grand risque d'inflation dans le monde par rapport à cette hausse de prix du pétrole. Les conséquences vont être quand même assez lourdes. Et ça peut aussi, je le dis peut-être ironiquement, ça peut aussi déclencher cette fameuse transition énergétique que l'on attend. Et ça peut aussi nous renseigner sur nos propres challenges en Algérie. Donc c'est important. Akram Khalif, je voudrais qu'on revienne rapidement sur la stratégie nationale adoptée par le MDN concernant la sécurité numérique. Zamouchi, Rami, pourriez-vous peut-être oui, bien sûr. La stratégie qui a été partagée sur le site du ministère de la Défense, qui parle justement de la stratégie nationale en créant l'agence de cybersécurité, qui est une agence qui a comme but justement de développer, de moderniser les infrastructures et la technologie du numérique dans le monde de la cybersécurité. Ça aborde plusieurs points assez importants qui vont de la modernisation des infrastructures, mais surtout qui s'intéressent au capital humain, pour développer du capital humain en Algérie, notamment avec pour la montée en compétence des Algériens et de pouvoir justement assurer une compétence assez importante pour faire face aux différentes attaques. Alors on s'intéresse à la prévention,
Et on s'intéresse à la prévention justement contre ce genre d'attaque, mais si ça arrive, comment les gérer et comment s'améliorer pour pouvoir assurer une sécurité, une cybersécurité du pays. On a vu qu'il y a des infrastructures qui peuvent être totalement gelées en cas d'attaque cyberattaque et à quel point ça pourrait avoir un impact colossal sur certaines industries, sur l'économie en général. Hein. Et en Algérie, on n'a pas oublié cela. En Algérie, on s'intéresse à cela et ce plan-là, il va sur les 4 prochaines années, jusqu'en 2029, pour justement essayer d'avoir une amélioration. Ce que je pense moi personnellement, c'est que c'est très important d'impliquer le privé, parce qu'on a des entreprises et des startups privées qui sont très puissantes et qui ont de l'expérience et de l'expertise dans ces domaines-là, et de collaborer avec les partenaires publics, chose qui existe déjà, que ce soit pour la formation, pour la montée en compétences, mais surtout sur des exemples ou des use cases, des cas d'usage réels qui permettront justement aux entreprises publiques et privées d'être prêtes en cas de problème, et chose qui va certainement arriver dans les années à venir, car les attaques et les cyberattaques ne cessent d'augmenter et nous devons être prêts à faire face. Justement, je rappelle que l'Algérie est dans le top 10 des pays les plus attaqués en cybernétique. Totalement. Et on devrait s'en réjouir, mais surtout qu'il y a des gens qui souhaiteraient, on devrait s'en réjouir de pouvoir justement être contre et être prêt à faire face à ce genre d'attaque, parce que c'est un réel test des compétences algériennes et des infrastructures en Algérie, parce que des pays dans le monde qui sont attaqués sont tous les jours, et le risque est plus élevé dans les pays qui ont des infrastructures encore plus importantes, donc c'est les pays en Occident. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir être à la hauteur, car les attaques vont toujours exister, et c'est à nous justement de monter en compétence pour pouvoir faire face à ces attaques. On ne prête corrige. Oui. Alors, on reste au Moyen-Orient, plus précisément au Liban. Plus de 500 000 personnes ont été forcées de fuir leur foyer après des frappes sionistes et des ordres d'évacuation. Une violation grave de la souveraineté du pays qui provoque un exode massif des civils. Cette crise humanitaire s'inscrit dans le contexte de l'escalade régionale née de l'agression américano-sioniste contre l'Iran, suivie de ripostes iraniennes et d'un élargissement du théâtre des opérations. Le Liban se retrouve une nouvelle fois sous les bombardements sionistes. Akram Khrayef, pourquoi l'entité sioniste cherche à tout prix à affaiblir ce pays que tout le monde s'accorde à dire qu'il est le pivot de la région? Le Liban est un peu le talon d'Achille de l'entité sioniste, parce que la proximité, le fait qu'il y ait ce réservoir humain de résistants au Liban représente une menace existentielle pour l'entité. Et donc c'est depuis une soixantaine d'années. Depuis 48. Depuis 48. Depuis Nekba. Tout à fait, ça a été la principale cible de l'entité sioniste. C'est aussi un pays qui est fragile ethniquement, qui a souffert d'une guerre civile, qui continue à avoir des crises politiques. L'entité sioniste joue un rôle très important dans l'exacerbation justement des tensions entre les communautés. Et l'idéal serait pour elle de parvenir à une sorte de gouvernement non armé, avec un pays qui soit totalement désarmé et qui soit dépendant de pratiquement l'aide humanitaire américaine pour subsister. Et on le voit, à chaque fois qu'il y a une crise entre les deux pays, le Liban est frappé très durement sur ses infrastructures. Et chaque jour qui passe est la preuve que le Liban fait bien de s'armer et fait bien de résister, parce que sans résistance, la destruction ne peut être que totale. Mais comment justement le Liban peut-il protéger sa souveraineté et sa population face à ces pressions et déplacements forcés provoqués par les tensions régionales? Le Liban a très peu de moyens militaires pour opposer cela, et d'ailleurs aujourd'hui la direction politique au Liban ne semble même pas vouloir jouer ce jeu-là ou être dans la confrontation avec l'entité sioniste. On parle du Hezbollah qui est très puissant malgré
sa perte de puissance ces derniers mois, mais ça reste une entité très capable, qui a un réservoir humain très important et qui dispose encore de moyens. Et c'est grâce à elle, on se rappelle que le Sud-Liban a été libéré, et c'est grâce à elle qu'il y a aujourd'hui une pression qui est exercée au cœur même de l'entité sioniste. Et ce n'est pas, en fait, ce qui s'est passé il y a 6 mois n'est pas une victoire pour l'entité. L'assassinat de Hassan Nasrallah ne l'est pas non plus. Et les capacités militaires ont beaucoup diminué, certes, mais elles sont toujours présentes et représentent une véritable menace. L'agression contre l'Iran et ses répercussions sur la région risquent-elles d'aggraver la crise humanitaire au Liban et même ailleurs? Tout à fait, tout à fait. Je pense que le Sud-Liban est déjà sinistré, les populations sont jetées à la rue. On a des centaines de milliers, voire des millions de déplacés. On va avoir aussi probablement une crise humanitaire, donc une crise migratoire avec des centaines de milliers de Libanais qui vont vouloir partir, quitter le pays. Et c'est un risque énorme qui est en train de s'abattre sur le Liban de manière générale et sur la partie sud du Liban de manière particulière. Il y a un risque humanitaire, il y a aussi un risque politique d'implosion, de retour à une guerre civile. Et très honnêtement, le Liban est une victime collatérale de cette guerre-là et qui risque d'être peut-être la plus grande des victimes collatérales. Et on rappelle que l'Algérie maintient sa position constante en faveur, en appelant à une issue pacifique au Moyen-Orient, en soutenant pleinement les efforts de médiation régionaux et internationaux pour éviter l'escalade et protéger les populations civiles. N'est-ce pas, Tinhinan Makassi? Je disais tout à l'heure. Rebondir d'abord sur ce que vient de dire M. Akram Khaliev concernant la guerre civile au Liban. Faut-il se rappeler que la première guerre civile au Liban s'est produite après Sabra et Shatila. L'entité sioniste a exigé d'abord que les camps de Palestiniens soient vidés des résistants palestiniens pour attaquer des femmes, des enfants. Donc il y a déjà des femmes et des enfants et des vieilles personnes. Il y a une logique d'épuration ethnique dans le... Tout comme à Gaza. Justement. Il y a une logique d'épuration ethnique qui est systémique, qui est mise en place par l'entité sioniste concernant le Liban, concernant Gaza, concernant la Palestine, concernant la Cisjordanie occupée. C'est le même schéma. L'entité sioniste veut vider l'ensemble de la région pour parvenir à cet objectif que eux ils considèrent comme un objectif ultime et messianique aussi, qui est le Grand Israël. Donc il y a ces risques-là. Et aujourd'hui, on se retrouve pratiquement dans la même configuration. Un pays qui est fragilisé par une crise économique majeure, un pays qui est fragilisé par des crises politiques majeures, un pays qui est fragilisé par moi j'aime pas appeler ça des problèmes ethniques, parce que les problèmes ethniques dans les pays du Sud global, on sait très bien qu'ils ont été mis en place, créés par la colonisation. Et justement, le Liban fait partie de ces pays qui nous renvoient à cette histoire de la colonisation par les accords de Saxe-Picot, quand ils ont décidé de distribuer ou de se partager le Moyen-Orient entre l'empire colonial britannique et l'empire colonial français. Et c'est là justement où on va revenir à la position d'Alger. Alger, comme je le disais tout à l'heure, comme l'a dit Rami, comme l'a dit Akram, Alger fait partie de ces pays qui appellent au respect du droit international. Il y a quelque chose qu'on a oublié. L'humanité aujourd'hui, elle a oublié que l'humain est sacré. La position d'Alger nous rappelle qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se rappelle que l'humain est sacré. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est importante. On a tendance, les Occidentaux ont tendance, on l'a vu pendant la guerre en Ukraine, quand c'est des enfants arabes, quand c'est des enfants musulmans, quand c'est des enfants du tiers-monde, quand c'est des enfants africains qui meurent, l'Occident ne considère pas cela comme des êtres humains. Il y a eu un exemple qui est l'ancienne secrétaire d'État américaine, répondant à un journaliste concernant la mort de 500 000 enfants irakiens, elle répond que c'est un dommage collatéral. Donc tout à l'heure, Rami avait parlé du récit historique. Et ce récit historique, il est là. Cette réalité, elle est là. Donc quand on a des puissances comme Alger, quand on a des pays, des capitales comme Alger, qui aujourd'hui encore continuent à appeler à respecter la vie humaine, il est important de le dire et d'insister dessus.
Merci Tinhina Makassi, merci beaucoup Akram Khaïf d'avoir été avec nous et d'avoir partagé avec nous votre expertise en défense. On marque une petite pause publicitaire et on revient tout de suite après.